Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, retour sur la trêve internationale et retour sur la performance de l'Argentine qui a beaucoup fait parler après son succès 4-1 face au Brésil. Et justement, on va revenir en détail sur cette performance de l'Argentine face au Brésil. Donc 4-1 comme vous le voyez. But d'Alvarez, Enzo Fernandez, McAllister et Giovanni Simeone contre un but de Matheus Cunha pour le Brésil. Grosse domination, 12 tirs à 3, 7 tirs à 1 au niveau des tirs cadrés, 4 grosses occasions à 0. La compo, je l'aborderai après, mais pourquoi parler de ce match? Parce que l'équipe a particulièrement marqué les esprits au niveau, on va dire, de la supériorité par rapport au Brésil, au niveau de sa supériorité par rapport au Brésil, qui a amené Michael Cox, auteur bien connu des gens qui parlent de tactique sur Internet, qui était l'ancien éditeur de Zonal Marking, qui désormais écrit pour The Athletic, qui a quand même écrit cet article-là. Comment l'Argentine a produit sa meilleure performance depuis des années et l'a fait sans Lionel Messi, puisque Messi n'était pas là, comme je vais le dire. Voilà, alors je ne vais pas vous faire tout l'article qui est paru dans The Athletic, mais il parle notamment du début de la rencontre. Il voit l'Argentine monopoliser le ballon et faire 42 passes durant les premières minutes de jeu, et il précise que, en guise de référence, lors des 281 matchs de Première Ligue cette saison, aucun club n'a fait plus de 11 passes d'affilée depuis un coup d'envoi. Donc voilà, ça vous pose un petit peu la performance argentine sur le début de match. Et c'est vrai que les Argentins ont vraiment déroulé dès le début de la partie. Dès la 12e minute d'ailleurs côté brésilien, on va voir avec la palette sur le deuxième but, il y avait un petit peu le sentiment d'un abandon quand même déjà des Brésiliens très rapidement dans le match. Donc on va revenir là-dessus et je vous conseille d'aller voir l'article si vous voyez, c'est sur The Athletic. C'est payant évidemment, mais c'est un article intéressant et surtout un article qui pose une question à la fin. Voilà, juste la conclusion ici. C'était une performance spéciale de la part d'une superbe équipe et peut-être un indice sur ce à quoi pourrait ressembler la prochaine ère tactique au niveau du football. Donc là-dessus, on va revenir justement sur cette performance et on va essayer d'ouvrir un petit peu la question sur ce sujet. On va pas perdre de temps, on va aller voir l'action qui a beaucoup fait parler, elle a tourné beaucoup sur les réseaux sociaux depuis hier. C'est le deuxième but marqué par l'Argentine à la 12 ou 13e minute de jeu exactement, le but d'Enzo Fernandez. Et on va revenir sur ce but en détail parce qu'il y a des choses sur certains principes argentins dans ce but, mais il y a aussi des choses sur certains non-principes côté brésilien et des grosses faiblesses quand même côté brésilienne qui ont été mises en exergue. Donc on est obligé de faire une analyse quand même en parallèle des deux choses, parce que si la performance argentine a été impressionnante sur pas mal d'aspects, la performance brésilienne a aussi été impressionnante sur pas mal d'aspects, mais de l'autre côté, c'est-à-dire catastrophique. On peut difficilement dire les choses autrement pour une équipe de haut niveau. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec la première palette. Et cette première palette, ça sera sur le deuxième but argentin qu'on va aller voir tout de suite. Nous y voilà, donc on est à la 11e minute de jeu et ça part vraiment d'une conservation côté argentin qui monopolise déjà le ballon depuis quelques secondes lorsqu'on arrive sur cette première situation. En termes de positionnement, vous avez les deux latéraux qui apportent la largeur, Tagliafico à gauche, Molina à droite. De Paul et Paredes qui évoluent assez bas avec les deux centraux, Otamendi et Romero, comme ça je vous fais la compo. Et un peu plus haut, vous avez Alvarez, Enzo Fernandez, Alexis McAllister et Thiago Almada qui évoluent à l'intérieur. Et en face, vous avez une sorte de 4-3-3 côté brésilien. Vous avez Rodrigo ici, vous avez Rafinha à droite, Vinicius, Matheus Cunha, André, il y a Joe Linton aussi, et derrière la ligne de 4 des Brésiliens, d'ailleurs je ne me rappelle même plus qui c'était, mais c'est pas bien grave, c'est pas vraiment le sujet ici. Donc on démarre sur cette première séquence, et vous voyez ce type de passe là, de Paredes vers un Argentin dans le demi-espace ici, c'est quelque chose que vous allez beaucoup revoir, parce que côté Argentin, on a beaucoup exploité le fait que Rafinha ne se replaçait tout simplement pas. Et ça d'ailleurs, on va le revoir dans quelques secondes quand on va revenir sur une situation similaire. Et là, on arrive dans une situation qu'on évoque beaucoup quand on parle aujourd'hui maintenant de ceux qui se seraient créés en réaction au jeu de position. On parle beaucoup de relationnisme. D'ailleurs, on met beaucoup un entraîneur brésilien derrière le relationnisme, c'est Diniz, qui est passé vite fait à la tête de la sélection, ça n'a pas forcément marché. Mais là, côté argentin, cette envie de créer des surnombres d'un côté du terrain, quitte à abandonner complètement des zones. Et ça, on va le voir plusieurs fois aussi sur les Argentins dans le camp adverse. On va essayer pour avancer rapidement
vers le but adverse et arriver dans le dernier tiers, on va souvent créer des surnombres sur les côtés. Vous voyez la situation, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 joueurs argentins ici qui sont réunis et qui sont là pour évidemment attirer tous les Brésiliens sur une partie du terrain. Là, il y aurait la possibilité de renverser, c'est pas le cas. Et là, les Brésiliens, on peut peut-être déclencher un pressing. Vous voyez Vinicius qui y va, force la passe en retrait, Rafinha y va, et sous pression, l'Argentine, ça reste laborieux. Hein. D'ailleurs, le but brésilien, c'est une grosse erreur de Romero, il me semble. Toujours est-il que là, il y a ce renversement. Retour gardien, et là, il y a un premier truc, laisse penser que du côté du Brésil, on n'était pas forcément ultra motivé, c'est que cette passe-là, du côté de Barcelone, je pense qu'elle déclencherait complètement le pressing de Rafinha, qui reste très passif sur celle-là, et décide de ne pas y aller. Et là, ce qui est intéressant aussi, au-delà de ce qui se passe là et de ce que ne fait pas le Brésil, c'est ce décrochage-là de Rodrigo de Paul, qui embarque avec lui un milieu brésilien, un des milieux axiaux. Et ça, c'est quelque chose que les Argentins vont beaucoup faire avec De Paul et avec Almada. Et ça, on va revenir là-dessus justement après. Vous voyez, De Paul a décroché très fort pour embarquer un joueur. Du coup, alors qu'on renverse à l'opposé, c'est au tour d'Almada de décrocher très fort. Et là, vous avez un problème côté brésilien, c'est que ça, c'est en gros la ligne offensive du Brésil. Vous avez Rodrigo, vous avez Vinicius, vous avez Rafinha, et ensuite vous avez les 3 milieux de terrain. Sauf que normalement, en théorie, on est sur un 3 contre 3 dans l'entrejeu. Et là, en fait, vous avez De Paul qui est l'excentré droit, qui décroche, qui attire un des milieux. Vous avez Almada qui est l'excentré gauche, qui attire un autre milieu. Ça veut dire que là, vous avez fait sortir tout le monde côté brésilien. Et les Argentins vont beaucoup jouer dans cette zone-là avec beaucoup de déplacements. D'Almada, De Paul, McAllister, Enzo Fernandez, et qui vont en fait déplacer les deux milieux de terrain brésiliens qui vont beaucoup courir dans le vide au final. On renverse côté opposé. Là, vous voyez Almada qui a décroché très très bas. Et vous voyez que côté argentin, on avait vu les décrochages de l'équipe de France sur les sorties de balles, les décrochages de Tchouaméni hors du bloc, les décrochages de beaucoup de joueurs français qui sortent hors du bloc mais qui n'attirent pas d'adversaires. Là, ce sont des décrochages qui sont faits pour justement attirer des adversaires. Et là, ça devient intéressant quand vous faites sortir des adversaires de décrocher. Mais si c'est pas le cas, ça ne sert pas à grand chose. Bref, Almada décroche, et là vous avez Enzo. Et là, vous voyez un des gros problèmes pour le Brésil dans ce match, c'est que vous avez un 4 contre 3, vous avez De Paul, vous avez Paredes, vous avez Almada, vous avez Enzo Fernandez, et vous avez ces 3 pauvres Brésiliens là, qui doivent courir après eux, et être parfois aidés par les latéraux, mais les latéraux qui n'osent jamais vraiment y aller. Et là, vous vous retrouvez dans une situation supériorité numérique, hein. Et là, il y aurait même une opportunité pour l'Argentine de jouer plus vite. Ici, vous voyez là McAllister, complètement seul. Et là, vous avez fait sortir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Brésiliens. Il reste que 3 Brésiliens derrière. Mais côté argentin, en fait, quand on décroche, c'est vraiment pour se sortir de la pression. C'est pas forcément pour aspirer, pour frapper rapidement dans le dos et dans la profondeur. C'est plutôt aspirer pour sécuriser la possession. On va créer des zones, ici par exemple, on va pouvoir jouer en triangle et se sortir de la pression sans trop de soucis. Et c'est ce qui va se passer ici. Vous avez appui, remis sur Almada. Et vous avez des Brésiliens qui osent pas trop. Lui, il y va sans trop y aller. Là, il va y avoir la remise sur Almada. Alors que vous voyez, là, vu qu'il a personne qui le tamponne, Enzo, il pourrait même se retourner peut-être et jouer vers McAllister. Almada est servi. Il remet à Fernandez. Il se prépare à attaquer le dos. Là aussi, il y aurait l'opportunité pour lui donner dans l'espace. Et là, vous auriez une vraie situation de transition qui s'ouvrirait. C'est pas le cas. Conservation côté argentin. Et finalement, on va renverser à nouveau côté opposé. On arrive à l'opposé, c'est De Paul qui décroche. Vous avez côté brésilien, on n'ose pas aller tamponner, on n'ose pas aller chercher. De Paul est touché. Et là, il y a un autre point côté argentin où ça pourrait jouer mieux le coup. Je ne sais pas si vous la voyez. Mais là, à partir du moment où il y a cette passe-là qui est donnée, De Paul, il pourrait tout à fait donner en une à Paredes. Et là, Paredes, il a tout le terrain. Il pourrait ouvrir. Finalement, De Paul, il fait un choix qu'on qualifiera d'étonnant, si c'est pas mauvais. C'est s'orienter vers la ligne de touche. Et il est pas loin de se faire prendre par le pressing de Cunha. Finalement, il arrive à s'en sortir. Mais là encore, c'est une situation où c'est pas forcément parfaitement joué, de mon point de vue en tout cas, de la part de l'Argentine. On continue d'avancer. On arrive à Paredes, mais vous voyez, on y arrive. Vous voyez là, on est à 11,41. On arrive à Paredes 4 secondes après ce qui aurait pu être fait. Et qu'est-ce qui aurait pu être fait côté brésilien en 4 secondes? Vous voyez Rafinha là? Rafinha, sur une situation pareille, normalement, il doit revenir ici, il doit venir fermer. Vous avez Rodrigo, Joelinton, vous avez André. Et là, Rafinha, il est censé venir fermer à droite. Il n'est pas censé rester haut. Et là, malgré le fait que De Paul fasse pas le choix optimal, on va dire, pour les Argentins, c'est-à-dire revenir sur Paredes pour pouvoir ouvrir et profiter justement de cet espace-là, vous avez 4 secondes de disponible
pour le Brésil, pour rectifier, pour rattraper une situation, pour empêcher un décalage. Et côté brésilien, c'est pas fermé. Parce que évidemment, quand la balle arrive dans les pieds de Paredes, bah, l'espace à attaquer, il est évidemment là. Vous avez 3 joueurs qui se rendent disponibles. Donc on y va. Et là, ce qui est intéressant de la part d'Enzo Fernandez, c'est que donc il y a ce temps d'avance qui a été offert par l'action. Et là, c'est la vitesse à laquelle Enzo Fernandez va mener l'action, va conduire la balle jusqu'aux abords de la surface. C'est avec une certaine intensité. Il n'a pas laissé le temps ensuite aux Brésiliens de revenir. À partir du moment où il ne voulait pas courir, lui, il a pris la balle. Il a de suite mis beaucoup d'intensité pour amener ce ballon jusqu'à la surface. Et ça, forcément, c'est un point intéressant. Néanmoins, c'est l'occasion aussi de revenir une nouvelle fois en arrière et de voir comment les Brésiliens continuent de déconnecter. Alors, vous avez Matheus qui a déconnecté, Vinicius qui a déconnecté, Rafinha qui a déconnecté. Encore Vinicius sprint un petit peu là pour revenir. Là, vous avez un autre joueur qui va déconnecter. C'est Rodrigo, petit à petit. Regardez, il est là désormais. Problématique. Aux abords de la surface, on n'a plus que 6 Brésiliens qui défendent, avec 6 Argentins qui arrivent, même si De Paul reste un peu en retrait. On a un 6 pour 6 aux abords de la surface. On note aussi quand même le run de Tagliafico, qui vient apporter de l'incertitude ici pour le latéral droit brésilien. Appui sur Alvarez, remise en retrait. La remise en retrait pas parfaite. Si elle l'était, peut-être que De Paul aurait pu tenter sa chance directement. Et là ensuite, vous avez Nahuel Molina qui arrive, qui apporte un peu de largeur. On remercie le latéral gauche, je crois, brésilien, qui couvre absolument tout le monde, dont Enzo Fernandez. La déviation de Murillo, et finalement, Enzo Fernandez qui conclut. Donc voilà pour cette première action. Il y a beaucoup de choses à dire. Ça a été un petit peu long. Mais c'est juste pour vous montrer à la fois quelques principes qu'on va revoir, qu'on va creuser côté argentin, mais aussi vraiment, côté brésilien, plusieurs points quand même catastrophiques dans l'action, notamment l'implication des offensifs dans le repli, ou la non-implication plutôt, et les opportunités de presser qui ont été ratées ou mal faites. Je reviens d'ailleurs un petit peu en arrière une dernière fois sur l'action. Nahuel Molina, il est ici. Vous voyez, au départ de l'action, Nahuel Molina, il est là. Alors que Rodrigo, qui se replie, on va dire, à l'intérieur, bon, le prennent pas. Mais là, vous avez quand même Matheus Cunha. Ça pourrait être dans ses cordes de le suivre là. Il y a quand même un danger. On voit bien que tous les Brésiliens sont attirés dans l'axe parce qu'il y a beaucoup d'Argentins forcément dans l'axe. Donc on resserre autour des adversaires. Et là, cette arrivée-là, ça doit être pris en charge par un des offensifs. Et en l'occurrence, c'est pas le cas. Ce qui fait qu'à la fin de l'action, on est quand même sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Brésiliens dans l'axe. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Argentins. On est sur un 7 contre 7 à la fin de l'action dans les 20 derniers mètres du Brésil. À la 12e minute de jeu. C'est quand même quelque chose d'assez étonnant, pour le moins. Voilà, le but d'Enzo Fernandez. Donc voilà pour la première action, et je voulais vous montrer une autre action. On est un peu plus tard dans le match, 34e minute, pour vous montrer que côté brésilien, enfin 35e minute en vrai, pour vous montrer que côté brésilien, on n'a pas du tout cherché à corriger ça. Voilà, point de départ, on est dans les pieds de Romero. Et en fait, ce qui va être intéressant là, c'est quand Romero va s'avancer, regardez Rafinha. Vous avez le décrochage de De Paul, vous avez Paredes qui est dispo, vous avez Joelinton qui vient pas tamponner, qui ne suit pas De Paul, je sais pas ce qu'il fait concrètement. Vous avez personne sur Paredes. Du coup, De Paul, vu qu'il y a personne dans son dos, parce qu'en fait, Joelinton a l'air de vouloir aller couvrir Molina. On m'expliquer pourquoi. Toujours est-il que De Paul, vous avez Paredes qui est tout seul. Finalement, De Paul peut y aller, donc il se retourne, pas de problème. Et toujours Rafinha très très haut, et absolument personne à l'opposé. On finit rapidement sur le côté, et c'est le même genre d'action. Au final, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 Argentins. Vous avez 6 Brésiliens, vous en avez un 7e là. Un dédoublement cette fois. Il s'en faut pas grand chose pour que ça ferme au 2e poteau pour De Paul, qui va pouvoir même la remettre dans la surface. Et ça finit sur Almada, entrée de surface. Et là, regardez à la fin de l'action, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Argentins. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Brésiliens. Et un arrêt du gardien brésilien pour la sortir. Alors que je crois que c'est Almada du coup qui tente sa chance. Mais là encore, donc le repli des attaquants brésiliens particulièrement catastrophique. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de jouer au football quand vous affrontez une défense qui défend à 7. Voilà. Néanmoins, une fois qu'on a dit ça, on va revenir sur certains points que vous avez vus dans le début de cette démonstration sur les milieux de terrain argentins, le comportement des milieux de terrain argentins, les décrochages aussi sur les sorties de balles. Comment est-ce qu'ils
fonctionne, comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce que le milieu peut se déformer. Mais avant, petit rappel sur la compo argentine pour vous la remettre en tête. Donc Dibu Martinez dans les buts, Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico, Paredes, McAllister, Enzo Fernandez, avec Enzo Fernandez qui était généralement un cran plus haut par rapport à McAllister et Paredes. Almada à gauche, De Paul à droite, mais qui ont des rôles très à l'intérieur du jeu, comme on va le voir maintenant. Et Julian Alvarez devant, joueur exceptionnel. S'il en est, on en parlera aussi un petit peu après. Mais donc, pour revenir donc sur les sorties de balles, donc ce qui va nous intéresser ici, c'est le nombre de joueurs argentins qui sont mobilisés pour sortir le ballon. Vous voyez qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 argentins ici. Les deux seuls qui sont plus hauts sur le terrain, c'est McAllister et c'est Alvarez. Alors là, il y a eu un peu de changement de zone, etc. Parce que c'est Thiago Almada qui se retrouve ici en bas. Si vous voyez, là, on mobilise quand même 5 joueurs pour sortir la balle face à 3 Brésiliens. Et côté brésilien, on n'ose pas s'engager beaucoup plus pour vraiment aller chercher l'adversaire très très haut. Et l'objectif des Argentins, c'est de réussir à sortir proprement le ballon de ces zones-là. On n'hésite pas, vous avez vu tout à l'heure sur le deuxième but que je vous ai montré. À l'opposé, vous aviez Almada qui avait décroché, vous aviez Enzo Fernandez qui avait décroché très bas, tous les deux, qui étaient en haut à droite ici de l'écran. Là, c'est un peu pareil, vous avez Almada qui est là, vous avez Enzo Fernandez qui est là, vous avez De Paul qui est là. Et après, dans l'axe, vous avez les deux centraux et vous avez Paredes qui occupe toujours ce rôle entre les deux défenseurs centraux. Et ensuite, la largeur est apportée par les latéraux. Alors là, sur cette séquence, Molina, il est un cran plus haut. Et là, forcément, côté brésilien, si l'adversaire ne s'engage pas, vous êtes dans une situation comme celle-là. C'est un petit taureau, hein, j'ai envie de vous dire. À 5 contre 3, c'est très compliqué quand même de presser et d'avoir l'avantage. Donc côté brésilien, il manque tout simplement des joueurs. Et à ce niveau-là, c'est ça qui va leur manquer, c'est l'implication de ce joueur-là qui devrait venir resserrer, par exemple. D'autres joueurs qui devraient venir de l'arrière et suivre les décrochages. Sauf que on n'ose pas suivre Almada très bas, on n'ose pas suivre Enzo très bas, on n'ose pas suivre toujours De Paul. Et du coup, côté argentin, on crée des supériorités numériques qui vont nous permettre ensuite de développer le jeu et d'aller dans des espaces libres. Par exemple ici, voilà, on est sorti, on passe dans l'axe avec le relais de McAllister et devant ensuite il va pouvoir jouer avec Tagliafico. Facile. Autre exemple ici, je vous parlais des décrochages et du rôle intérieur de Paul et de Thiago Almada. Rodrigo De Paul, il est ici, Thiago Almada, il est là. Et en fait, il y aurait une déformation très souvent du milieu de terrain argentin, où là, on voit bien une structure qui se dessine. Vous voyez les 4 défenseurs, Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico, et vous voyez le milieu. Et sur le papier, en théorie, face à l'organisation brésilienne, on est censé avoir un milieu à plat côté Argentine, et quand vous avez Paredes et McAllister qui évolueraient sur la même ligne, c'est facile, en face, quand vous avez 2 relayeurs, vous calquez vos 2 relayeurs sur les 2 mecs en bas côté argentin et vous leur posez et vous créez du 1 contre 1. Et là, je crois que les Brésiliens étaient vraiment dans une approche très individuelle dans leur manière de presser. Et du coup, à partir du moment où les Argentins changeaient souvent de zone, qu'il y avait des joueurs qui venaient, genre De Paul qui va décrocher ou Almada qui décroche, les milieux devaient constamment changer d'adversaire à suivre. Et ça les a énormément perturbés, d'autant plus que les joueurs devant ne compensaient pas forcément et ne venaient pas forcément aider. Là, par exemple, ici, vous avez Rodrigo. Sur le point de départ, on a Rodrigo, Rafinha, Vinicius, Matheus Cunha, Joelinton et André. Alors regardez, Rodrigo, il va vouloir aller chercher Paredes. Mais là, vous avez De Paul qui a décroché. Joelinton ne l'a pas suivi. Du coup, ça crée une situation à l'avantage de l'Argentine. Et là, à l'opposé aussi, vous avez Almada qui est dispo. Vous pouvez conserver la balle et on ouvre. On joue avec Paredes. Là, regardez, vous avez Almada qui décroche, qui embarque avec lui l'un des milieux axiaux. En l'occurrence, là, c'est André qui sort. On repart à l'opposé. C'est Rodrigo qui y va. Vous avez Matheus Cunha qui anticipe la passe vers Molina. Sauf que là, Romero, il trouve De Paul, du coup. Et De Paul va permettre de toucher ensuite Molina. Sauf que là, cette fois-ci, ça sort en touche et c'est raté. Mais l'idée à retenir, c'est surtout la déformation au milieu de terrain, côté argentin. Le fait d'avoir ce milieu à 4 sur le papier qui se transforme en losange pour sortir la balle et qui crée une nouvelle situation de supériorité numérique dans le cœur du jeu face aux 3 milieux de terrain sur le papier du Brésil, même si vous voyez que, vu le nombre de joueurs qui sont peu actifs côté brésilien, c'est assez facile de créer une supériorité numérique. On va avancer et on va voir un petit peu là encore les positionnements côté argentin et ce que ça crée côté brésilien. Là, on a un 4 contre 4 plus visible. Vous avez Enzo là. Vous avez Vinicius qui accompagne le déplacement de De Paul. Là, à l'intérieur, il est pris. Et là aussi, il est pris. Sauf que il suffit
d'une passe en retrait de Molina. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Ce joueur-là sort au pressing. Et en une touche, du coup, on trouve l'homme libre, Paredes. Derrière Paredes, il y a un joueur qui sort au pressing. Où l'homme libre, il se retrouve ici. Ça revient sur Molina. Regardez, l'homme libre, il est là. Sauf que cette fois-ci, il va pas être servi. Ça combine. Là, ça a resserré ici. Enfin, côté brésilien, on a resserré ici avec Rafinha, qui a fait le... Enfin, Rafinha fait le taf de repli. Mais du coup, ça ouvre une autre solution à l'opposé. Et ça y est, la balle est sortie. Et la progression est possible. On continue d'avancer. On arrive en début de deuxième mi-temps, où on revoit la supériorité numérique du côté argentin, permise par les décrochages ici. Donc là, vous avez Paredes. Vous avez les 4 défenseurs. 1, 2, 3, 4. Vous avez Paredes qui est pris par un des milieux brésiliens, qui sort très haut cette fois. Le deuxième milieu brésilien ici, Joelinton, il est là. Il est sur De Paul. Et du coup, qu'est-ce que ça crée? Vous avez McAllister ici, qui se retrouve joueur libre, supplémentaire, en faveur de l'Argentine. Vous voyez, là, il est libre, complètement. Puisque les deux milieux brésiliens sont sortis sur De Paul et sur Paredes. Appui sur probablement Enzo Fernandez, qui remet sur McAllister, et qui là va tenter une ouverture. Mais malheureusement, l'ouverture est mal donnée. Mais là encore, vous voyez, supériorité numérique en faveur des Argentins dans le cœur du jeu, qui permet de sortir le ballon correctement, ou en tout cas d'avoir l'opportunité de le sortir correctement. Là, ensuite, techniquement, c'était pas parfaitement exécuté. Et là, on va à nouveau voir, vous voyez les positionnements, les 4 joueurs sur la largeur, les 4 défenseurs, et dans le cœur du jeu, Paredes, 3 relais, on va dire, et devant 2 joueurs qui sont un cran plus haut pour occuper la défense, parfois sur le côté, parfois les 2 dans l'axe, ça dépend. Et là, on voit très bien la supériorité numérique. Ici, si on considère que ces 3-là sont les 3 milieux de terrain brésiliens, la supériorité numérique ici, il y a 3 Brésiliens, il y a 4 Argentins. Du coup, qu'est-ce que ça crée? Ça oblige des joueurs de la ligne défensive à sortir. Et là, en l'occurrence, c'est ce qui va se passer ici, là, avec le décrochage dans cette zone. Et là, je pense que c'est Marquinhos qui sort. Et là, ce qui est intelligent, c'est le décrochage d'un joueur et l'appel en profondeur d'Alvarez dans le dos. On a fait sortir un des centraux, donc on joue dans son dos. Et là, c'est le long ballon de Dibu Martinez. Et là, Alvarez, en fait, est pas loin de profiter de l'intervention un petit peu compliquée du défenseur. Pique son ballon. Et le gardien brésilien met en corner. On va aborder aussi d'autres points là. C'est le point de la générosité des Argentins dans les efforts. Vous voyez là, la balle arrive côté. Moi, ce que je trouve intéressant côté argentin, c'est ce genre de course. Ici, vous voyez, Tagliafico, là, il n'y a pas de calcul chez lui. Il vient taper un énorme sprint en 3-4 secondes, à très haute intensité, pour aller créer l'incertitude. C'est ce qu'on a vu sur le premier but, d'ailleurs, hein, il fait le même genre de course. Pour aller créer l'incertitude chez le latéral et ouvrir un espace. Ces changements de rythme assez brutaux sur le plan offensif, des joueurs qui vont changer de rythme d'un coup pour attaquer un espace et perturber les adversaires. Alors là, vous le voyez, Tagliafico, on va le montrer ici à nouveau avec Thiago Almada. Vous voyez, Thiago Almada, il est là, dans le cœur du jeu. Et il a un Brésilien sur ses traces. Ici, le milieu de terrain, c'est probablement André, du coup. D'un coup, là, il change de rythme très fort. Il embarque le milieu de terrain. Toujours cette envie, vous voyez, d'embarquer un des 2 milieux adverses et d'exploiter ensuite l'espace. Parce que lorsque Almada fait cette course-là, vous avez McAllister qui décroche. Et là, McAllister va être trouvé. Et malheureusement, là encore, techniquement, c'est pas parfait et ça sort et la balle est perdue. Mais ce qu'il faut retenir, c'est ça, quoi. C'est on s'amuse côté argentin avec les milieux adverses à les embarquer un peu où on veut. Parce que là, sur le côté, on a le latéral qui est amené à sortir sur le latéral argentin, sur cette action, parce que Rafinha est à l'intérieur. Donc Almada attaque l'espace dans le dos, au cas où il puisse être servi par Tagliafico. Le central, il voit qu'Almada est parti, du coup, il fait cette course pour reprendre le marquage, parce qu'il voit qu'il a un temps d'avance sur le milieu de terrain. Et du coup, McAllister se retrouve libre et il est servi tranquillement. Et derrière, bon, vous voyez, techniquement, ça ne suit pas. Mais voilà, ça c'est un point intéressant, une rotation qu'on a vu plusieurs fois entre Almada et McAllister. Si vous voyez, ça va être l'inverse. Regardez le point de départ de l'action. Almada, il est là, dans cette position. McAllister. Donc là, ensuite, il va y avoir un plan serré sur Tagliafico. Mais regardez où sont les joueurs après, les mêmes. Vous avez McAllister qui a fait une course pour embarquer le milieu vers le côté. Et vous avez Almada qui a décroché. Donc même type de rotation que tout à l'heure. C'est juste les deux joueurs ont changé de rôle. Mais là aussi, toujours la même chose pour embarquer le milieu de terrain adverse dans une zone. Et ensuite, Almada, il va être servi. Hein, et on peut orienter le jeu tranquillement vers le côté opposé. Et là, vous voyez à nouveau, hein, on a Almada, milieu
excentré gauche. Et on a Rodrigo de Paul, milieu excentré droit, qui sont tous les deux vraiment à l'intérieur. Et là, vous avez en plus Enzo Fernandez, joueur supplémentaire. Donc là, les milieux de terrain argentins, vous avez Paredes qui est là, Almada qui est là, De Paul qui est là, Enzo Fernandez qui est là, et donc McAllister qui se retrouve excentré à gauche après avoir fait son appel de balle. Et derrière, bah, vous pouvez dérouler. Hein. Vous avez Molina qui fait reculer la ligne défensive, et derrière, vous installez la possession plus haut sur le terrain. D'ailleurs, puisqu'on en est à parler des courses et de la générosité des joueurs, on va aussi parler un petit peu de l'aspect défensif. Par exemple, ici, donc possession argentine. Et là, juste regardez Thiago Almada, ici, dans le rond central, interception brésilienne. Et là, il faut réagir, parce que ça peut être dangereux. Ben là, regardez Almada, et c'est lui qui est là à la retombée. Donc c'est le milieu gauche qui se retrouve à fermer à droite avec un contre-pressing. Et derrière, ben, l'Argentine qui conserve et qui revient jusqu'à Dibu Martinez. Et en fait, c'est ça qui est intéressant aussi côté argentin, c'est que quand vous avez Enzo, quand vous avez De Paul, quand vous avez Almada, quand vous avez McAllister, donc ces 4 joueurs-là, plus Julian Alvarez, c'est des joueurs quand même très généreux dans les efforts, qui sont capables de redoubler les courses à haute intensité, de faire pas mal de sprints. Évidemment, quand vous comparez avec les Brésiliens qui étaient alignés sur ce match-là, il n'y avait pas photo particulièrement au milieu de terrain. Mais surtout, ils sont capables de changer de rythme pour demander un ballon, pour attaquer un espace. Ils sont capables de changer de rythme pour aller presser, pour déclencher un pressing, pour couvrir, pour faire un repli défensif, et ainsi de suite. Et ils sont capables aussi de changer de rythme pour se démarquer. Quand Almada ou De Paul décrochent pour aller offrir des solutions de relance courtes et combiner dans des petites zones, ils ne décrochent pas au petit trot. C'est un vrai sprint pour essayer de se défaire de leur vis-à-vis. Mais là, justement, on va voir maintenant des séquences de pressing. Par exemple, quand je vous disais qu'il y a de la générosité chez eux, tout le monde est placé. Passe négative côté brésilien. Et là, c'est Enzo Fernandez qui décide de changer de rythme. Il est accompagné par Julian Alvarez. On n'a pas accompagné jusqu'au bout côté argentin. C'est pas grave. Julian Alvarez, il va maintenir son effort. Derrière, Marquinhos, il tente pas le jeu long alors qu'il y a peut-être la possibilité de la donner. Mais on essaie de garder la balle côté brésilien. Sauf que là, côté argentin, on va maintenir la pression. Et là, vous allez avoir une prise à 2-3. Alvarez qui vient faire écran pour empêcher la passe en retrait. McAllister qui est sur la ligne de passe, qui est prêt à ressortir s'il y a une autre passe en retrait. Et vous avez Tagliafico qui est là pour empêcher le joueur de se retourner. Et finalement, André va se retrouver embêté et il va perdre la balle. Et là, l'Argentine ne peut pas repartir. Autre exemple, juste après le 2-0, et les Argentins l'ont fait aussi quand ils ont marqué d'autres buts. Sur les autres buts marqués dans ce match, et dès le coup d'envoi, ils remettaient un coup de pression. Par exemple ici, ils viennent de marquer le deuxième but. On est à la 14e minute. Le coup d'envoi brésilien. Et de suite, ça repart très très fort. Vous avez De Paul qui y va. Vous avez Alvarez qui y va. Et là, de suite, tout le monde y retourne en fait. Hein. Retour gardien. Alvarez poursuit son effort. Il vient fermer sur Marquinhos. McAllister sur André. Encore en difficulté, le pauvre André. Récupération d'Almada. Et l'Argentine qui se retrouve à 2-0 alors qu'ils viennent de marquer. À 20 mètres du but. Et avec 5 Argentins dans les 20 derniers mètres. Et ça finit sur un dégagement. Donc ça, c'était un bon exemple de l'Argentine. Son pressing, son comportement, juste après avoir marqué des buts. C'est quand même un bon exemple. Et je voulais finir en mettant l'accent sur un joueur quand même dans cette équipe. C'est Julian Alvarez à la pointe de l'attaque. Parce que j'aime beaucoup l'attaquant assez complet qu'il est aujourd'hui. Et surtout, vous l'avez vu, accompagner les pressings quand ces milieux sortent assez brutalement du bloc. C'est lui qui accompagne le mouvement et qui permet ensuite d'aller chercher plus haut et de faire encore plus mal à l'adversaire, de presser la relance. Là, en l'occurrence, ce que j'aime bien aussi, c'est son travail. Une fois qu'il est éliminé, le fait qu'il revienne souvent pincer, comme on dit, les défenseurs ou les milieux adverses. Il est ici au départ de l'action. Joelinton reçoit la balle, il va chercher Rodrigo. Rodrigo essaie de se retourner. Et là, il y a des attaquants qui pourraient lâcher. Qui pourraient se dire, bon, de toute façon, c'est plus à moi. C'est plus mon problème. Et là, voilà ce que fait Julian Alvarez, qui va les faire les quelques mètres. Il va les faire les quelques mètres pour le gêner. Et derrière, le travail des milieux est évidemment beaucoup plus simple. Paredes, il n'a plus qu'à avancer pour ramasser le ballon. Et derrière, vous pouvez repartir. Et en plus, il offre un appel plutôt intéressant. Ici, là, vous allez voir. Là, il va changer sa trajectoire puisqu'il voit qu'il est accompagné. Et il va plonger ici dans le dos. Mais bon, la passe est quand même assez compliquée à donner.
Donc l'Argentine conserve. Et haute séquence aussi où il prend l'info sur ce qui se passe dans son dos. Prise de balle de Mateus Cunha qui se retourne. Donc il peut partir pour aller fixer. Vous avez les deux lignes de 4. Et là encore, Alvarez, il pourrait déconnecter. Beaucoup d'attaquants dans cette situation-là déconnecteraient, pas lui. Il revient, il met le bras pour gêner. On a aussi des réflexes quand même de joueurs accrocheurs, hein, de défenseurs. Hein. Il y va pas juste pour faire semblant, etc. Il y va vraiment pour gêner l'adversaire, pour le perturber dans sa conduite de balle. Il met en difficulté. Il s'impose encore, il remet les bras, et finalement, balle récupérée, et ça peut repartir de l'avant. Et ça, évidemment, ça c'est un travail d'un offensif. Quand vous avez deux lignes de 4 et que vous avez un attaquant qui est capable de venir aider comme ça vos défenseurs, de perturber les joueurs qui pourraient porter le ballon, etc., venir fixer, bah, c'est toujours un gros atout quand vous avez ça sous la main. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur l'Argentine. Alors, est-ce que ce succès 4-1 face à un Brésil catastrophique doit faire de l'Argentine absolument le grand favori pour sa propre succession lors de la prochaine Coupe du Monde? À 15 mois du tournoi, difficile de se prononcer. Il y aura quelques tests en chemin pour les Argentins, peut-être pas forcément avec la zone CONMEBOL qu'ils dominent largement, mais peut-être avec la finalissima à programmer, je crois encore, face à l'Espagne, vainqueur de l'Euro face au vainqueur de la Copa América. Ce sera intéressant à suivre. Ce sera peut-être une répétition intéressante pour les deux équipes d'ici le grand tournoi, mais en attendant, c'est vrai qu'il y avait pas mal de principes intéressants dans ce match côté argentin. On a vu du principe sans ballon, mais surtout les nombreux mouvements avec ballon, l'intensité mise dans certains déplacements pour exploiter des espaces rendus libres par le positionnement des Argentins en possession, proches les uns des autres. On libère du coup de grands espaces qu'on va ensuite attaquer avec beaucoup d'intensité. Ça, c'est quelque chose qui était à noter, notamment dans cette performance argentine. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, ce dont je ne doute pas, si vous êtes encore là, n'hésitez pas à laisser un pouce, lâcher un commentaire, ça m'aide beaucoup pour l'algorithme, pour rendre les vidéos encore plus visibles et du coup me motiver à en faire encore plus. Donc je compte sur vous et à bientôt pour un prochain sujet vidéo. Ciao!